Bonjour François. Salut Gaël, comment vas-tu? Très, très bien. Merci beaucoup d'être, avec nous sur, À vous les studios, en direct donc du sud, moi depuis ma Bretagne. On voit que déjà le ciel n'est pas de la même couleur, mais c'est pas grave. C'est vrai, hein, c'est surprenant, surtout qu'on s'attend quand même en été qu'on ait plus ou moins tous les deux le même ciel. Et puis non, les dérèglements climatiques sont là et voilà, ils nous chahutent et c'est très bien. On va en parler puisque c'est l'un de c'est ton domaine qui est régulièrement impacté, par, justement cette météo. Avant de plonger dans les coulisses de ton podcast expérientiel, je te propose de te présenter en quelques mots, s'il te plaît. Ok, bah, je m'appelle François Huette, voilà. J'ai 60 ans, j'habite dans le Var depuis 10 ans. Je suis originaire de Fontainebleau, où j'ai passé toute mon enfance, fils de paysagiste, avec un père et une mère qui m'ont vraiment connecté au vivant à travers aussi bien la forêt que les animaux. Donc on avait évidemment chien, chat, mais on avait aussi des chevaux. Donc vraiment une relation très proche de la nature. Et moi, en tant qu'enfant unique, ça a été la forêt a été vraiment un terrain de jeu fantastique, quoi. Je veux dire, aussi bien pour ramasser des champignons sauvages que pour me cacher derrière des fougères ou pour faire pour stimuler mon imaginaire et imaginer toutes ces histoires qu'on peut se raconter quand on est gamin, quoi. Je veux dire, et vu que j'étais fan de Zorro, Robin des Bois, tous ces justiciers de l'époque, donc voilà, je suis tombé amoureux dans la forêt. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Voilà, j'ai gagné des grandes batailles. Enfin, je me suis bien amusé, quoi. Je me suis bien amusé. Et puis aussi, cette relation, ce qui est intéressant, c'est que je montais souvent à cheval. Et donc, de découvrir la forêt aussi avec un animal, eh bien, ça propose une autre connexion aussi, parce qu'eux ressentent les choses d'une manière complètement différente de nous, et je trouvais ça sympa. Et puis, bah, vu que je vivais dans un petit village de 75 habitants, j'ai décidé, j'avais vraiment envie d'aller voir le monde, de voyager, etc. Mais comment dire, j'étais pas un cancre. L'école n'était pas mon terrain de jeu, tu vois. Donc, mes parents Ouais. m'ont retiré de l'école et j'ai fait un apprentissage dans l'hôtellerie comme commis de salle. Et de là, je suis parti de Barbizon. Je suis parti et j'ai fait 25 ans de carrière à l'étranger où j'ai travaillé dans 8 pays. J'ai découvert plein de pays, plein de cultures, etc. Et l'hôtellerie m'a permis vraiment de pouvoir découvrir des cultures différentes, des environnements différents, puis de m'ouvrir l'esprit. Et d'ailleurs, quand j'étais à mon premier poste de DG, je me suis rendu compte de l'impact du tourisme sur l'environnement et les cultures. Et ça m'avait vraiment frappé. Surtout une destination comme la Polynésie, qui est vraiment très proche elle-même de la nature, qui a une très forte spiritualité, etc. Et ça m'avait choqué. Donc je suis parti 1 an et demi avec mon épouse à travers le monde. Et il y a 20 ans, on faisait le constat déjà que ça soit des pays soi-disant développés ou des pays soi-disant sous-développés, parce qu'on peut se poser la question du développement. Qu'est-ce qui définit Oui, ça? Qu'est-ce qu'on met derrière ça? à quelle Euh, échelle? les champs de plastique apparaissaient, tu vois. On avait été au Népal, on avait vu des déchets, comme on avait été sur le bord de la route en France, etc., ou aux États-Unis. Donc voilà, ça a révélé pas mal de choses. Et de là, bah, je suis parti aux Maldives où j'ai ouvert les premiers laboratoires marins dans un 5 étoiles, avec comme objectif vraiment de transmission, de sensibilisation. Et j'ai pris ces boulots parce qu'il y avait un scientifique dans les effectifs, pas parce que c'était telle ou telle compagnie, etc., mais parce qu'il y avait un scientifique et que je trouvais que moi, en tant que dirigeant d'hôtel, c'était important que je m'engage et je m'implique. Et ça a été une expérience fantastique parce que du jour au lendemain, je suis passé des documentaires du commandant Cousteau à vraiment vivre ça avec des scientifiques, etc. Et j'aurais jamais pensé un petit garçon avec un CAP de serveur pouvait un jour être en contact direct avec le monde scientifique. Et je me suis rendu compte que le monde scientifique était excellent dans son travail,
mais à l'époque n'avait pas les moyens ou les capacités de pouvoir sensibiliser au grand public. Et nous, à travers notre activité touristique, vu qu'on avait toute cette clientèle, ce personnel, cette communauté qui était autour de nous, eh bien, on avait cette possibilité d'être des acteurs et d'accompagner les scientifiques dans leurs recherches en leur proposant un lieu d'expertise, de recherche, etc., tout au long de l'année, et en même temps de pouvoir transmettre. Et ça a été une expérience extrêmement enrichissante qu'on aurait maintenant. D'ailleurs, la compagnie Banyan Tree a plusieurs laboratoires marins dans plusieurs hôtels sur plusieurs destinations. Et c'est devenu vraiment un engagement fort de la compagnie. Et je trouve que c'est super. Et puis 20 ans plus tard, ça existe toujours. Donc on s'est dit que c'était pas mal, quoi, je veux dire. Et puis voilà. Et puis j'ai quitté l'hôtellerie il y a un peu plus de 10 ans pour une question de sens, tout simplement. À quoi je sers, quelle est mon utilité. Et à l'époque, c'était la crise Ce du n'était pas subprime. ouais, Pardon? ce n'était pas assez là. Ce n'était pas assez de d'être au contact, de ces scientifiques et Bah si, de les je aider. l'ai fait. Si, à cette époque-là, c'était assez, mais après, je suis parti sur d'autres horizons. Et puis, je suis monté en grade dans la compagnie, etc. Et je suis devenu directeur à Phuket de 3 hôtels. Et là, comment dire, je me suis rendu compte que c'était, la crise du subprime, donc évidemment, crise financière très importante. Et l'humain a disparu, l'environnement, on n'en parlait plus. Et puis Phuket, c'est vraiment un cas concret du tourisme de masse aussi. Qu'est-ce que le tourisme de masse peut avoir comme impact sur une destination, une culture, hein, ça, c'était enrichissant. Et puis, il y avait aussi, comment dire, une crise personnelle. Hein. Mon fils, moi, avait été tombé très malade à l'âge de 3 semaines. Il avait fait 2 arrêts cardiaques devant mes yeux. Et ça a remis en question qu'est-ce que moi je voulais de ma vie, quoi, et qu'est-ce qui était important. Et je m'étais rendu compte que j'étais membre de ma famille, mais pas un acteur de ma famille. Et donc, ça m'a remis vraiment en question en disant, ben voilà, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et il me semble que cette carrière que j'avais réalisée, c'était aussi pour répondre à des besoins extérieurs de société. Tu vois, je veux dire, on définit le succès parce que tu as un titre de vice-président ou je ne sais quoi. Et je me rendais compte que moi, personnellement, ça ne me nourrissait pas. Et donc, j'ai quitté une fois que mon fils était guéri. Et puis, on est rentré en France. Et puis voilà. Et puis, depuis 10 ans, eh bien, j'ai, je suis sorti un peu du tourisme pour aller explorer un peu d'autres univers, tels que les nouveaux modèles économiques durables. Il y a 10 ans, tu parlais de nouveaux modèles économiques durables dans le tourisme. On te regardait comme si tu venais vraiment d'une autre planète, quoi. Il y a même d'ailleurs des professionnels touristes qui m'ont dit repartez, repartez chez vous à l'étranger. Qu'est-ce que vous faites là, quoi? Donc voilà. Et puis les outils d'intelligence collective. Et je me suis rendu compte que ça m'a permis moi personnellement de pouvoir remettre les choses à leur place dans ma tête et dans ma vie et de me rendre compte que j'étais peut-être précurseur d'une certaine manière il y a 20 ans et que je mettais pas des choses, j'arrivais pas à les positionner clairement dans ma tête. Et ça m'a beaucoup aidé justement à pouvoir placer tout ça et à structurer ma pensée, quoi. Et puis il y a eu la crise du Covid où là je me suis rendu compte que tout le monde s'appropriait le sujet de tourisme durable et je trouvais ça intéressant et pertinent et donc ça, j'ai eu la chance d'accompagner un hôtel dans ma région qui est très engagé dans justement un tourisme éco-responsable et ça m'a redonné envie et donc me voilà de retour dans le tourisme. Super et donc on a en 9 minutes, toute la genèse, toutes les fondations qui se retrouvent, dans la ligne éditoriale, de ton podcast. Quelle est la genèse, quel est le déclic? Pourquoi tu as sorti ton micro et lancé Expérientiel? Alors c'est marrant parce que donc ça s'est fait pendant après le premier confinement. J'ai adoré le premier confinement. Bon, j'habite à la campagne, donc j'ai vécu ça dans des conditions très très confortables. J'avais quand même cette opportunité de pouvoir bouger et etc. Et puis aussi de se retrouver en tant que famille. Je trouvais que ça c'était sympa. Mmh. Mais d'un côté professionnel, ça a été extrêmement dur. Je veux dire, intellectuellement, le business, t'es indépendant et quoi que ce soit. Et puis,
Je commençais vraiment à redémarrer et là, tu te prends un coup derrière la tête et tu en prends plusieurs. Donc, j'étais vraiment psychologiquement très mal, quoi. Très mal et je cherchais une branche à laquelle m'accrocher et me redonner un peu la banane, quoi. Et j'ai fait un burn-out durant cette période où vraiment j'étais arrivé à un stade pas top, quoi. Et puis j'ai décidé de me faire accompagner par un coach. Et puis on discutait, etc. Et elle m'a posé 5 questions. Elle m'a dit pourquoi j'avais quitté l'industrie du tourisme, pourquoi j'avais étudié les nouveaux modèles économiques durables, pourquoi j'étais devenu facilitateur en intelligence collective, quel était le constat que j'avais par rapport au tourisme et de quelle manière je pouvais agir. Et j'ai trouvé ces 5 questions vraiment très intéressantes, pertinentes. Elles m'ont permis vraiment de réfléchir à cette notion d'utilité que je parlais tout à l'heure, tu vois, en me disant, bah, qu'est-ce que je peux faire? Et là, je suis reparti sur ce que j'avais fait, moi, aux Maldives, c'était la transmission. Et donc, je me suis posé la question, comment je pouvais transmettre? Et puis, j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé mon réseau très proche, et je me suis dit, tiens, je vais faire des petits reportages sur mon téléphone, comme ça. Et puis, j'ai commencé à lancer expérientiel avec mon téléphone en filmant les gens. Mais la caméra, c'était pas forcément où je me sentais le plus à l'aise, quoi, tu vois. Donc, un jour, elle m'a envoyé un SMS, elle m'a dit, et si tu transformais ça en podcast? Et j'ai dit, j'ai pas le temps, j'étais vraiment dans un état mental pas top, tu vois. Mais ces interviews que j'avais faites d'amis proches m'avaient vraiment donné de l'énergie positive, tu vois. C'est que tu te sens beaucoup moins seul. Et puis de partager et d'échanger avec les gens, bah, c'est toujours un moment enrichissant. Tu apprends toujours des uns et des autres. Et puis tiens, il y a une petite phrase qui t'interpelle, une façon de penser, etc. Et puis je lui dis, écoute, le podcast, j'ai pas le temps de m'en occuper. Je connaissais pas en plus. Et puis par ma curiosité, m'a poussé à aller sur Internet et de voir comment c'était le podcast. Et puis le lundi matin, je lançais mon premier podcast, voilà, avec mon téléphone. J'ai fait ça pendant 6 7 mois avec mon téléphone et puis on m'a dit le son c'est pas top, hein, c'est pas top, etc. Et puis bah, j'ai acheté du matériel et puis j'ai regardé, il y avait des plateformes comme celles qu'on utilise aujourd'hui, etc. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'assez sympathique, quoi. Et c'est comme ça qu'est parti le podcast, avec vraiment aucun objectif, juste à part celui de transmettre et de partager des expériences d'acteurs qui sont engagés dans une démarche de tourisme qu'on appelle durable, même si aujourd'hui je suis pas encore à l'aise avec ce terme parce que la durabilité, il y a de la durabilité négative aussi. Et donc on le vit d'ailleurs actuellement, hein, quand même. Je veux dire, donc est-ce que durable c'est le bon mot? Moi j'aime bien ce qu'utilisent les anglo-saxons, la sustainability, soutenable, et soutenable pour la planète et l'humanité. Et je trouve que ça c'est quelque chose d'important. Et peut-être qu'aujourd'hui le durable, l'éco-responsable, l'écotourisme ou quoi que ce soit, je crois que la vraie question c'est est-ce que notre activité est soutenable pour la planète et pour le vivant? Et voilà. Et donc voilà, j'ai acheté de l'équipement et je me suis rendu compte que faire un podcast, c'était pas cher. Ça prenait du temps, mais c'était pas, c'était pas un coût en tant que tel. Je trouvais que c'était plutôt un investissement. C'est-à-dire que autant on est tous programmés pour regarder la productivité et voir combien d'auditeurs, etc. Et on aimerait toujours en avoir un peu plus, quoi. Je veux dire, je veux dire, ça fait du bien à notre ego. Mais ce qui était intéressant, c'était surtout qu'à chaque fois que je parlais avec quelqu'un que je ne connaissais pas, déjà c'était une rencontre. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Je pense qu'au départ, ils le savaient pas, mais ils étaient tous plus ou moins des psychologues, quoi. Et je trouvais que ça me rassurait de voir toutes ces initiatives qui se mettaient en place avec des personnes avec des visions différentes, des parcours de vie. Et je trouvais ça vraiment absolument génial. Et puis, bah, aujourd'hui, je continue et c'est toujours aussi intéressant. En fait, effectivement, quand
quand moi je vais à la rencontre des podcasteurs, la plupart du temps, le premier moteur, c'est assez égocentrique. C'est pour nous, aller chercher, du contenu, de nouvelles idées, faire une veille sur un marché, heu nourrir notre curiosité et en premier lieu, ça nous fait du bien à nous. Ça, c'est clair et net. Mmh. On peut se raconter tout ce qu'on veut, on peut dire qu'on valorise, qu'on fait de la communication, qu'on, qu'on fait bien les choses en premier. Si ça restait juste dans nos tiroirs, dans nos cartes SD et que ça n'était jamais diffusé et que, on ne faisait jamais de com, ça nous aurait fait beaucoup de bien et souvent, ça fait aussi du bien de parler derrière le micro parce que, ça fait une sorte de séance, de psy, heu, gratuite. C'est un petit peu de temps, mais au moins, heu, on lâche un peu les vannes, on fait un flashback en arrière et on peut partager, notre vision de d'un marché, d'une activité, d'un parcours, d'une personnalité. OK Ouais, puis et du je t'en prie. vas-y, vas-y, tu voulais rebondir, vas-y. Ouais, je disais aussi, ce qui est intéressant, c'est que les gens que tu interviews, en général, à travers mon podcast, on essaye d'aller quand même vers des messages positifs ou des discussions constructives. Et j'ai l'impression que ça fait du bien aussi à eux. C'est-à-dire qu'ils se sentent valorisés, ils se sentent identifiés, parce que je vais pas voir juste, comment dire, des personnalités. Je vais voir aussi Oui. des jeunes, des gens qui font des petites choses, etc., pour montrer que chaque pas est important, chaque intention est important. Et j'ai l'impression aussi, à travers ce podcast, c'est de faire du bien à ces gens-là. Tu vois? Alors, il y en a, les personnalités, on a l'impression que c'est argent comptant. Mais pour c'est les gens qui ne sont pas aussi, qui ne sont pas des personnalités dans nos sociétés, qui ne sont pas reconnus en tant que telles, ce sont des personnalités souvent dans leur communauté, dans leur famille, etc. Et ça, on sent qu'ils y mettent du cœur avant tout. Et je trouve que ça fait du bien d'entendre des gens qui parlent avec le cœur. Ça, c'est certain. Surtout dans une ambiance, d'éco-anxiété, grandissante. Comment tu Ouais. t'es, organisé dans le choix des questions, du format? Hem, Est-ce que c'était, que des conversations? Est-ce que tu as fait des épisodes où tu t'es posé la question d'enregistrer des épisodes solo? Quelles ont été un petit peu les quelques questions, ou alors, ce qui est venu en fait, naturellement dans la ligne éditoriale? Alors, je dirais que la première chose, pour moi, le premier objectif, c'était de transmettre. Et je ne me considérais pas comme étant la personne à véhiculer ça, mais plutôt comme un messager à travers les rencontres que je pouvais faire. Ça me permettait aussi d'élargir une palette, okay, autour d'une thématique qui est extrêmement complexe. Et puis, j'ai eu ma période de comment dire, de reconnaissance professionnelle, etc. À la fin de la journée, ça n'a pas changé grand-chose, hein. Le matin, tu te lèves pareil. Quand tu as les enfants qui te demandent de manger ou quoi que ce soit, ou il y a un gamin qui pleure, c'est pareil, hein, que tu sois vice-président ou fermier ou quoi que ce soit. Il y a des choses, voilà, on est tous identiques, hein. Je veux dire, le titre est juste une carapace ou une image, mais c'est pas la personne. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la personne. Et donc, vraiment, cette notion de rencontre. Ensuite, ce que je trouvais, c'est que écologie, tout ça, dans notre pays, c'est déjà, il y a une connotation un peu politique. Moi, j'avais envie de démocratiser ça et de simplifier ça. Donc, c'était vraiment mathématique. C'était imagine, Gaël et moi, on se retrouve à une terrasse d'un café et on échange. Et je te pose plus ou moins la question, bah, qu'est-ce que tu fais de beau? Quels sont tes projets aujourd'hui ou quoi que ce soit. Donc, c'était quelque chose d'extrêmement informel et accessible à tous. Donc, je voulais surtout pas cette posture de sachant. Je voulais vraiment cette posture de partage, de convivialité aussi, et je trouvais que le côté positif était important, surtout dans une société où on nous rabâche le côté négatif de plus en plus, quoi.
Donc ça, c'était la première étape. Euh, et puis, je pense que la chose la plus importante pour moi, c'est-à-dire que je n'avais aucune intention de réussite quelconque. L'objectif était de m'amuser et de prendre cet outil de podcast comme un jeu, de me faire plaisir à rencontrer des personnes que j'avais envie de rencontrer, d'apprendre des personnes, et sans être ce super professionnel avec un matos incroyable ou quoi que ce soit. Non, c'était un jeu, et c'est important, je me rends compte, moi, au cours de ma vie, euh, j'ai besoin de m'amuser. Je suis incapable de rester 8 heures sérieux ou quoi que ce soit. Et dans une conversation, j'aime bien m'amuser, partager, être informel, etc. Et je trouvais que c'était important aussi dans le cadre que je voulais donner. Donc, je me suis amusé des fois à changer de musique, changer d'intro, ou quoi que ce soit, sans me poser la question, est-ce que l'auditeur de l'autre côté va dire, ah, c'est génial, ou c'est nul. Non, je m'amusais, et avant tout, je le faisais pour moi, dans l'intention de partager, et à travers ça, montrer ma personnalité en même temps, tu vois. Donc, vraiment, la notion de jeu, pour moi, est très importante dans ce Super, et processus. ça se ressent, et effectivement de pouvoir mettre, sa personnalité au milieu de la ligne éditoriale, c'est sûr. Il y en a qui sont très, rigoureux, bon, bah, il y a rien qui va dépasser, ils vont avoir un petit tableur, un process au carré, mais il y aura pas la spontanéité de dire, «Ah tiens, j'ai la possibilité d'enregistrer quelqu'un avec quelqu'un, qui passe dans le coin, je sors les micros et puis yallah». Non. Mm. Alors que toi, j'imagine que c'est un peu plus, le cas. Quels sont justement donc aujourd'hui, il y a 160 épisodes qui sont, diffusés, un peu plus qui sont enregistrés. Heu, Quelles sont les plus belles rencontres, les plus belles, opportunités qui ont pu être créées, par, et par le fait que tu aies un podcast et que tu envoies des messages d'invitation, tu contactes des personnes, ou tu as eu des recommandations? Comment ça s'est passé, et quelle a été un petit peu la magie qui en a découlé? Alors, il y a plusieurs canaux d'opportunités. Euh, Déjà, il y a à travers ce que je peux lire, ce que je peux voir ou quoi que ce soit, il y a des gens qui font des choses qui m'interpellent, et donc je les contacte. Ensuite, il y a des gens avec qui, dans le métier, avec qui je partage, etc. Ils me disent, ah, tu devrais contacter un tel. Et puis, je reçois maintenant des demandes. Euh, et puis, la spontanéité est assez importante, ce qui est un peu difficile pour la personne qui m'accompagne dans la communication, parce qu'il n'y a pas des fois des thématiques ou une logique, etc. Il y a quelqu'un qui m'interpelle, d'en savoir plus, quoi. Ensuite, ce que j'essaye aussi, c'est pas de limiter au tourisme. Donc, je vais voir des juristes, des scientifiques, des économistes, des chercheurs. Là, dernièrement, j'ai interviewé le maire d'un village pour comprendre, lui, quels étaient les enjeux au sein de son village par rapport à la problématique de l'eau, etc. Donc, je suis aussi ça, et en général, c'est toujours des sujets qui m'interpellent moi. Eh oui. Donc, c'est mon intuition personnelle, tu vois. Et ensuite, j'y vais. Alors, des fois, je tombe sur des personnes qui ont une facilité de parler, et d'autres moins. Et c'est pour ça que dans la préparation, il y a toujours un moment de synchronisation avant, comme on a fait nous, où Mmh. l'objectif, c'est de faire refaire descendre la personne dans le cœur, et de vraiment la recentrer sur le cœur, et que ce soit vraiment quelque chose d'informel. Et quand ça marche, c'est génial. Puis il y a des gens, c'est leur personnalité, ils sont comme ça, et ça montre des fois qu'on a des difficultés à retourner dans le cœur. Mais quand ils y arrivent, c'est incroyable. Moi, j'éprouve beaucoup de joie, c'est que les gens, ils trouvent du plaisir, quoi, à être dans le cœur, et à être beaucoup moins dans le mental, tu vois. Donc voilà. Donc en général, j'ai une petite trame. Je leur dis, ça vous va, ça, etc. Je lui dis, de toute façon, c'est juste une trame. Et puis on va voir comment va la conversation. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Et on suit le flow, et puis on y va, quoi. Et on s'amuse. On s'amuse. Ça, je crois que ça sera dans le titre, un podcast où on s'amuse. Est-ce que, je rebondis, donc tu as dit qu'il y avait une personne qui t'aidait dans la communication. C'est
Une indépendante, comment? Ouais? Ouais, elle s'appelle Marlune. Elle a une agence de communication qui s'appelle Nouvelle Lune Agency. Et ce qui est intéressant avec Marlune, c'est qu'elle est passionnée par le sujet. OK. Euh, le sujet de l'éco-responsabilité, de l'écologie, etc., et du tourisme. Et Et quand on a travaillé... Pardon? à partir de quand tu as senti le besoin de te faire accompagner et de déléguer cette, partie-là? Et comment ça s'est mis en place? Ben, j'ai senti le besoin parce que déjà, c'était pas ma force de communiquer sur les réseaux sociaux. Hein. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est une question de temps. Donc, et puis, je ne veux pas que ce podcast soit centré sur François Huette. Je pense que c'est important. J'ai eu la chance d'interviewer Marlune, mais par exemple, je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant de dire, ben voilà, Marlune, voilà les podcasts que je fais. Tout ce qui est communication, tu vois, la ligne de conduite, à toi de jouer maintenant. Et donc, je lui donne carte blanche. OK, Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que elle apprend à travers les podcasts comme moi j'apprends, mais moi aussi je découvre des choses à travers sa façon de communiquer, parce qu'elle ne communique pas seulement sur les podcasts, elle fait des recherches par rapport à ses activités, elle a des contacts, etc., sur des acteurs engagés, et elle met en avant d'autres initiatives. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça aussi que certains podcasts, je les fais en binôme, volontairement, avec Chloé Rezlan sur l'aspect juridique, avec Caroline Leroy sur l'aspect chercheur. Euh, L'objectif, c'est vraiment d'ouvrir le champ des possibles et de travailler en intelligence collective et puis de s'enrichir les uns les autres. Et ça, c'est génial, quoi. Parce que moi, par exemple, Caroline vient me voir avec des propositions auxquelles, quand on a fait Timothée Paric ou on a fait Alexandre Monin, j'en avais entendu parler, mais pas plus que ça, quoi. De pouvoir échanger avec ces gens-là, bah, c'est génial. Et elle a cette motivation, donc c'est super. Euh, donc c'est vraiment un travail collectif. et du coup, ce sont, des échanges, constructifs et sous forme de troc, ou il y a, des budgets qui sont nécessaires dans ce fonctionnement-là? Alors pour Caroline et Chloé, c'est du bénévolat. Hein. C'est du gagnant-gagnant. Hein, je veux dire. Par contre, sur l'aspect, comment dire, communication, oui, il y a une rémunération. D'accord. Okay. Ce qui est normal d'un côté, mais qui pose aussi des difficultés vu que pour monétiser un podcast, c'est pas évident, c'est très difficile et aujourd'hui ça pose de réelles questions. Justement, quel modèle économique peut-on mettre derrière un podcast pour qu'il soit soutenable? Parce que par rapport à mon petit budget de communication, eh bien, ça a un impact direct sur la visibilité du podcast, etc. Même s'il y a des gens qui ont la gentillesse de faire les relais par rapport à des posts parce qu'ils sont fans ou quoi que ce soit, ça limite. Et ça, c'est une véritable problématique, un véritable enjeu pour tout podcast. C'est-à-dire, et ça fait poser des questions. Et d'ailleurs, on a eu l'occasion d'en parler tous les deux il y a quelque temps. Comment faire quelles sont les pistes à explorer? C'est un véritable enjeu et de nombreux podcasteurs l'ont cet enjeu. Effectivement, a après nous, on aborde cet enjeu justement en priorité, par le fait que le podcast a un intérêt dans l'activité du podcasteur. Donc, est-ce que toi, tu as réussi à déclencher des opportunités, des, des contrats, et à générer des revenus sur ton activité qui pourraient, évidemment, ben, venir renforcer l'intérêt de produire un podcast? Alors, aujourd'hui, pas tant que ça. Hein. OK, C'est vrai que sur l'aspect éducatif, le monde de l'enseignement, oui. Les gens ont entendu parler du podcast et la thématique interpelle parce que
Autant on parle de tourisme durable aussi, mais on parle aussi de management, de leadership, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Au niveau professionnel pur, pas forcément. C'est pas encore ça. Euh, Ça a besoin peut-être d'être développé. D'ailleurs, c'est un projet sur lequel on travaille, c'est-à-dire vraiment quelle sera la prochaine étape de ce podcast, Mm. où, où souhaite-t-il aller et quel impact il souhaite avoir, au-delà juste d'avoir des auditeurs, mais toute cette matière, toute cette compétence qu'il développe au fil du temps, il y a quelque chose peut-être à faire bénéficier les gens. Mais ce podcast Donc, m'a permis, c'est de me faire connaître au niveau national et international. Euh, donc avant, les gens ne savaient pas qui était François Huette et comprenaient pas forcément ce que François Huette faisait. Aujourd'hui, c'est très simple. Expérientiel, François Huette, tourisme durable. Et donc ça, là-dessus, ça a simplifié pas mal de choses. Et je pense que le point important avec un podcast, c'est la patience. C'est-à-dire que quand un podcast, c'est une marque, un podcast, c'est aussi un outil marketing qui nous permet de se faire connaître beaucoup plus facilement que des publicités sur des magazines ou quoi que ce soit. D'un aspect coût, évidemment, c'est très intéressant, etc. Donc, ça permet de se faire connaître. Et aujourd'hui, je pense que, au point de vue business pur, entrée d'argent, ce n'est pas encore là. Au point de vue notoriété et reconnaissance par rapport à des professionnels du tourisme, oui, c'est là. Alors évidemment, il peut y avoir toujours une marge de progression, etc. Il ne faut pas non plus s'enfermer dans une routine ou dans des acquis. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Mais ceci dit, l'objectif, c'est pas d'avoir non plus des millions de followers. bien sûr, C'est d'avoir les bons followers. c'est ça. Hein. Et, Donc et, ça, c'est et important. du coup, dans le futur proche, on est un petit peu enfin, tu es avec tous les membres, on va dire, du petit collectif derrière les micros, à une croisée des chemins qui peut soit rendre le média indépendant et le doter d'une structure indépendante sous forme d'une association, de choses comme ça. On en avait parlé avec Gabriel qui a créé l'association De l'or dans les mains, ou alors le renforcer vraiment par rapport à une activité économique et à peut-être affiner un peu plus la ligne éditoriale dans cet axe-là. Ouais. Le podcast, ça fait 3 ans qu'il existe. Et j'avoue que cette année, j'arrivais un peu à une forme d'épuisement. Hein. Euh, et puis de fatigue, mais aussi de routine. Et Ouais, j'ai horreur de la routine. Donc j'ai commencé à me poser des questions. L'année dernière, j'avais été lauréat d'un programme qui s'appelle Travel Camp Sud dans ma région. Et ce programme m'a permis vraiment d'explorer et de me poser des questions sur l'avenir de ce podcast. Au départ, c'était de le développer en tant qu'identité privée et que ça devienne un business. Et, et je me suis dit, est-ce que ça fait vraiment sens, quoi? Parce que le podcast ne doit pas, à mon avis, être centré sur François Huette. Si je veux qu'il continue à s'enrichir et à enrichir les autres, et quand je parle d'enrichissement, c'est d'enrichissement avant tout intellectuel et humain, et humain. euh, je ne peux pas le faire tout seul. Et donc là, aujourd'hui, on est en train de réfléchir justement avec cette équipe et d'autres personnes. Hein, c'est marrant, beaucoup de femmes. Je trouve que c'est intéressant. J'aime bien cette notion. J'ai toujours aimé travailler avec les femmes dans le sens où ils ont un regard différent de l'homme, qui est beaucoup moins dans l'ego et plus dans le partage. Et je pense que cette notion de maternité de la nature est quelque chose d'important. Et nous, les mecs, on l'a pas toujours. Donc voilà, on est plus dans l'ego, dans le muscle.
et dans la compétition, alors que je trouve qu'elles sont beaucoup plus dans la coopération. Et donc, avec cette équipe, on est en train de réfléchir comment on pourrait développer une association et avec quel objectif. Ouais. Et que le podcast est un des véhicules, un des outils, mais parce que aussi ça répond à un besoin fort, c'est-à-dire que avoir un podcast c'est sympa, mais j'ai besoin d'avoir le sentiment d'impact derrière et de participer, de contribuer à une évolution du tourisme. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je n'arrive pas à percevoir ou à palper, même si je reçois des commentaires sympathiques d'encouragement en me disant le podcast, il est super, etc. Mais ça ne me permet pas de comprendre et de voir, de constater qu'il y a des transformations qui se font et de me dire, OK. Donc, on est en train de réfléchir par rapport à ça. On va prendre notre temps. L'objectif, c'est 2024. Et puis aussi de réduire le nombre de podcasts. Donc, aujourd'hui, c'est 4 par mois. C'est de réduire à 2 par mois. De faire moins, peut-être, on ne sait pas encore sous quel format, mais de faire moins pour pouvoir justement communiquer aussi sur les thématiques de chaque interview plus en profondeur. Parce que là, je trouve que d'une certaine manière, on fait pas mal de surf, on fait du volume, c'est très enrichissant, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps de suivre parce qu'ils ont une activité professionnelle et personnelle, un quotidien qui les attrait. Et donc, de faire moins, mais ensuite, au point de vue communication, de travailler plus en profondeur sur le sujet pour que peut-être ça apporte beaucoup plus de valeur au podcast, mais aux auditeurs aussi. Donc pourquoi pas, retrouver des événements, écrire un livre, un guide un peu plus complet, créer des formations ou des immersions, des séminaires, qui là vont un peu plus, faire rencontrer, et nouer des liens, plus forts, quoi. Bah, c'est intéressant ce que tu dis sur l'histoire du livre. Donc là, je suis en train de voir justement si je peux pas m'associer avec des scientifiques, des centres de recherche qui vont pouvoir analyser et réfléchir sur ces 160 podcasts et quelle matière pourrait en ressortir. Okay. Donc l'objectif, c'est d'avoir justement de travailler sur ce qu'il y a d'existant et comment le valoriser et que ça soit utile au sein de l'association pour les acteurs du tourisme. Et de l'autre côté, moi, ça fait, c'est marrant, il y a 10 ans, quand j'ai quitté l'hôtellerie, je voulais écrire un livre, mais j'avais pas trouvé la thématique. Et là, ça fait 3 ans que je travaille sur un livre, que j'ai fait, qui était fait, que j'ai fait relire par une amie qui corrige les écritures de manuscrits pour des maisons d'édition. Et là, je suis en train de travailler sur l'amélioration du truc. Et l'objectif, c'est de le sortir avant la fin de l'année, quoi. Et donc tout ça, ça va ensemble, quoi. Super, effectivement, nous aussi, hein, c'est un sujet, c'est un binôme qu'on trouve très, très riche, le podcast et le livre. Hem, il y a une telle facilité d'aller chercher, d'enregistrer, de la valeur sous forme audio et l'écrit évidemment va on va dire, c'est comme un diamant, on va venir polir, chaque facette, le densifier, le renforcer et évidemment, c'est encore plus, heu, facile de et c'est un objet concret aussi, le livre. Alors que le podcast, il y a pas d'objet, c'est évidemment, c'est dans chaque poche avec, un smartphone, mais c'est pas concret. Ce sont des ondes, c'est de la voix, c'est digital, alors que le livre, voilà, tout de suite, ça vient, concrètement, mettre, de la valeur dans nos mains et sur nos étagères, sur nos bureaux, sur, nos tables de chevet. La difficulté quand même avec le livre et avec le lien avec le podcast, c'est qu'au fur et à mesure que tu fais des interviews, il y a des gens qui te disent des choses et tu as envie toujours de rajouter quelque chose ou de changer quelque chose. Donc c'est comment à un moment dire stop, tu vois, il faut que Ouais. j'arrête. C'est pas Nous, évident. ce que j'ai vu là, dernièrement, j'ai enregistré avec, Julien Hatton du podcast Comment tu as fait? Il a une agence de communication à Londres et il a écrit un livre
à partir du moment où il a eu 80 épisodes et il l'a sorti pour le 100e épisode. Donc D'accord. il s'est arrêté sur la matière des 80 premiers épisodes. Il a fait un plan, et il est venu, voilà, remplir et combler ce plan à chaque fois en se servant du contenu des épisodes, mais ce n'était pas de la retranscription, pure et simple de chaque, interview. C'est vraiment, voilà, réfléchi et pensé et il s'est interdit de venir ajouter des petites choses après le 80e épisode, quoi. D'accord. D'accord. Ouais, non, Heu, c'est. Mais le livre, c'est pas vraiment, c'est lié avec expérientiel, mais c'est aussi, c'est vraiment une réflexion personnelle. Ça sera pas sous le titre d'expérientiel, je pense pas. Mais c'est une réflexion, c'est quelque chose que j'avais besoin de poser. Parce que je trouve que ce qui est intéressant aussi avec un livre, ça permet de structurer aussi sa pensée. Exactement, c'est sûr. Et ça, c'est très intéressant. Mais j'ai vraiment hâte de voir la suite, d'être dans les coulisses maintenant de voilà la suite de ce projet qui a 3 ans et qui a déjà une valeur et une infinie richesse. Ça, c'est déjà concret et c'est déjà là. Il y a évidemment plein de chemins possibles et c'est intéressant de voir que le collectif vient renforcer ces possibilités-là. Au début, il y a un micro, il y a une envie, il y a un besoin très très grand, immense, et puis après en fait, voilà, ça nous appartient déjà plus. À partir du moment où on publie un épisode, ça nous appartient plus. C'est déjà dans les mains de plus grands, quoi. Ouais, 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 ouais. Et puis, je pense que c'est important de pouvoir justement élargir le champ de réflexion. Il faut que ça nous nourrisse humainement aussi. Alors, financièrement, bien sûr, mais surtout humainement aussi. C'est-à-dire que si à partir du moment où on n'a plus le sentiment de plaisir et d'apprendre, il y a des questions à se Mmh. poser, quoi. Et comment justement garder cette curiosité, comment rester stimulé par l'envie d'apprendre, de découvrir avec d'autres personnes. Et puis aussi, tu sais, c'est comme quand on fait une mayonnaise, j'utilise toujours cette thématique. Il faut un œuf, il faut de la moutarde, il faut de l'huile. Et c'est pas parce qu'on met les trois ensemble que ça va marcher. Il faut quelque chose, il faut une dynamique autour pour pouvoir permettre à la mayonnaise de prendre. Et je pense que dans ce genre d'aventure, c'est à peu près le même principe, quoi. Je veux dire, c'est pas, j'arriverai pas à faire une mayonnaise avec un jaune d'œuf, quoi, tout seul. Donc, c'est ça qui va permettre d'enrichir et de grandir et d'évoluer. Donc, non, non, c'est très bien. Et puis cet été me permet aussi de prendre pas mal de recul. C'est important de faire des pauses. Et ouais, tout à fait. D'ailleurs, les peuples racines ne parlent pas de prise de recul, mais de pas de côté. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu prends du recul, c'est comme si tu es sur une autoroute, ça va à 200 à l'heure, tu prends du recul, tu ralentis. Ok, ralentir, mais tu as toujours la même perspective. Alors que faire le pas de côté te donne vraiment un regard différent par rapport à la situation et te permet ensuite de faire évoluer la situation. Et je trouve que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et d'ailleurs, je pense que les peuples racines sont vraiment source d'apprentissage, d'expérience qu'on devrait intégrer beaucoup plus dans nos vies parce qu'on est complètement, nous, déconnectés. On est dans un monde où on va à 200 à l'heure, quoi. Et puis on essaye de nous faire aller C'est encore ça. plus vite. Et le podcast permet quand même de faire de prendre des pauses, d'offrir des pauses, mais au bout d'un moment, quand on est nous aussi sur l'autoroute de la production de podcasts, il faut nous-mêmes sortir, prendre la sortie et ne surtout pas s'arrêter sur une aire d'autoroute, mais prendre plutôt un village d'étape. Tout à fait. Et toi, tu vas faire ça là bientôt, hein, où tu vas partir justement te reconnecter à la nature et à tes amis, etc., ta famille. Et je trouve que c'est important. Moi, cet été, par la force des choses, j'étais obligé de faire ça. Au début, je l'ai très mal pris
alors que pourtant c'est quelque chose dont je parle souvent, dire faire le pas de côté. Et je suis content, j'ai eu la capacité de pouvoir écouter mon corps qui me dit, écoute bonhomme, voilà. Et là, j'ai décidé, là, je fais une exception pour toi, mais cette semaine, aucun contact avec le business, le podcast ou quoi que ce soit. Et ça fait beaucoup de bien, quoi. Lecture, repos, échange, rigolade, moment de plaisir avec des La amis, régénération. convivialité. Exactement. Et d'ailleurs, je viens de finir une formation là sur l'économie régénérative qui s'inspire des 9 principes du vivant, tu vois. Et dans le cours qu'il donnait, et c'est marrant parce que mon père qui est paysagiste me l'avait dit aussi, la nature, autant elle puise l'énergie du soleil à 100%, elle ne l'utilise pas à 100%. Et on regarde la nature, mais l'être humain, c'est pareil. C'est-à-dire que l'être humain emmagasine de l'énergie. Et ma nièce qui fait des études en médecine me disait, tonton, quand tu es malade, c'est que le corps a épuisé toute l'énergie, toutes les ressources qu'il avait en lui et qu'il ne peut plus combattre les attaques des virus ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est important. On ne faut pas oublier que avant d'être François, on est avant tout un ensemble d'êtres vivants autour de nous qui nous permettent d'exister. Et donc, c'est comment prendre soin de tout ça et d'apprendre de tout ça. Et je crois qu'on a oublié que notre corps est fait de cellules, de particules vivantes qui nous permettent de faire et de réaliser des choses incroyables, quoi. Donc, reconnecte-toi au vivant. Et puis, toi, je te souhaite de très bonnes vacances. Merci beaucoup, un bel été et j'invite tout le monde à cliquer sur les liens en note de description pour, aller t'écouter, écouter, toute cette matière, toute cette valeur que tu vas piocher et qui alimente, cette curiosité et ce collectif qui est en train d'émerger, qui est en train de se structurer. Un grand, grand merci François. Merci à toi, Gaël, et merci aussi d'avoir toujours été à l'écoute. On s'est parlé plusieurs fois auparavant. Merci pour l'invitation, mais aussi merci pour le partage d'expérience que tu as autour du monde du podcast. Ça a toujours été quelque chose de très enrichissant avec des choses qui sont restées gravées et que je vais utiliser. Donc, merci. Merci à toi et bonne continuation.